مرحبا بكم في مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة التي تواصل نشاطها اليوم باستضافة باحثة متميزة هي الأستاذة ليلى مزيان التي تعرفت عليها قبل سنوات بعد أن ناقشت أطروحتها القيمة سنة 1999 عن قراصنة سلا. طبعا لا شك أنكم كتنتظروا هاد القراصنة سلا شكون هما، لكن ماشي اليوم غادي نجاوب على هذا السؤال. لأنه ارتأت الأستاذة مزيان باش تبدا بواحد يعني نظرة شمولية حول التاريخ الأطلنطي للمغرب الذي في الواقع لا يعرف كثيرا. فالمغرب يقال أنه بلد متوسطي ميديترانيان، وقليلا ما نتكلم عن المغرب من الواجهة الأطلنطية. L'ouvrage de Leila Mziane, elle a préféré s'exprimer en français, s'intitule Salé et ses corsaires entre 1666 et 1727, un port de course marocain au XVIIe siècle. Cette recherche est parue en 2008 aux presses universitaires de Caen. Leila Mziane, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense que rares sont ceux qui ne la connaissent pas, est professeur d'histoire moderne à l'université Hassan II de Casablanca. Ses recherches portent sur les économies maritimes du Maroc, les sociétés littorales, les mobilités et la négociation. Elle est membre du réseau de la Société internationale des historiens de la Méditerranée et du réseau international de la gouvernance des ports atlantiques du XIVe au XXIe siècle. Elle a coordonné plusieurs programmes de recherche nationaux et internationaux sur les relations entre le Maroc et l'Espagne. Elle est aussi hispanophone. Elle a été professeure visiteur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Elle est auteure de plusieurs travaux dont j'en citerai deux, L'Oriental et la Méditerranée, paru en 2020, Salé et ses corsaires, dont j'ai déjà parlé. Elle a participé à plusieurs ouvrages collectifs, dont Pour une maison de l'histoire du Maroc, coordonné par le professeur Mohamed Khanbib, qui est parmi nous, je le remercie, donc c'est la première fois qu'on le reçoit. Également en espagnol, la gobernanza, alors tu m'excuseras. Non, c'est très bien. Non. La gobernanza de los puertos atlánticos. Impeccable. Et cautivas y esclavas, el tráfico humano en el Mediterráneo, sur les captifs. Elle est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée, à l'époque moderne, Mobilité individuelle et collective en Méditerranée atlantique, la négociation entre le Maghreb et l'Europe méditerranéenne du Moyen-Âge au XXe siècle, l'image de l'Europe et de l'Union européenne au Maghreb, historique, perception et discours. Donc au départ, nous avions convenu effectivement d'évoquer le sujet de ces fameux corsaires dits de Salé pour les uns, de Rabat pour les autres. La question n'est pas tant de savoir... Et de Rabat Salé pour le reste. Ou du Bouregreg, tout simplement, s'ils étaient slaouis ou rbati, mais plutôt de comprendre comment les protagonistes de cette véritable épopée ont coexisté et de voir si vraiment, comme le suggérait le professeur Abdelgil Al-Hajmri, la République de Salé n'a jamais existé. C'est un article qui est paru dans le site quid.ma. Qui était donc ce fameux l'Aïachi qui aurait dominé toute la région du Gharb et battu les Espagnols à l'Araïch, ou encore Sidi Ahmed Haji, dont tout le monde connaît le mausolée, mais rares sont ceux qui savent qu'il était aussi un moujahid, ou ces familles maurisques andalouses installées entre Salé le Neuf et Salé le Vieux, ou ces hornacheros de la Casbah des Oudaya. Avant de répondre à ces questions, Leila Mziane nous propose d'élargir le débat, car selon elle, s'arrêter uniquement à cette période du XVIIe et XVIIIe siècle est très réducteur. Il faut, comme elle nous le dira, réconcilier les Marocains avec leur histoire maritime. Nous avons donc décidé de programmer une deuxième conférence à la Fondation afin qu'elle nous parle des résultats de ses recherches sur les corsaires du Bouregreg et sur cette période très riche de l'histoire du Maroc. Rendez-vous donc est pris avec elle. Nous nous retrouverons, Inch'Allah, en 2024. La thématique de ce soir concerne donc la dimension atlantique dans l'histoire du Maroc,
La mer a en effet joué un rôle crucial dans la géographie, l'économie et la culture du Maroc. Bien qu'ayant une façade maritime de 3000 km sur l'océan Atlantique et sur les 3500 de côte, le Maroc a souvent été qualifié de pays méditerranéen, alors que l'Atlantique était qualifié de Bahr Dolomat, la mer des ténèbres. Leïla Mziane nous démontrera que l'histoire maritime du Maroc remonte à l'Antiquité, aux Phéniciens, aux Carthaginois, aux Romains et bien sûr aux empires almoravides et almohades. Toutes les dynasties qui se sont succédées ont essayé d'étendre leur influence à travers la mer Méditerranée et l'océan Atlantique pour des objectifs militaires ou commerciaux, ou les deux. La conquête de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie s'est faite simultanément par voie maritime et terrestre. Les ports marocains, Tanger, Tanja, Ceuta, je les prononce en arabe parce que la manière avec laquelle les Français ont donné les dominations des villes ne convient pas réellement. Il faut parler de Tanja, de Ceuta, de l'Araïch, de Mehdiya, de l'Jadida, et depuis bien longtemps sont des points stratégiques pour le commerce et pas seulement pour la course, comme ce fut le cas pour Salah, Saleh le Neuf ou le Vieux, et pour Tétouan, avec Sayyid al-Hurra, si je ne me trompe pas. Cette histoire maritime passionnante nous sera présentée ce soir par Leïla Mziane, à qui je cède la parole sans plus tarder, en la remerciant encore une fois d'avoir accepté de nous consacrer un peu de son temps. Merci beaucoup, Sénat. D'abord, à mon tour de remercier d'abord le comité d'organisation et à sa tête le professeur Nasser Al-Qadiri de m'avoir invité à ce cycle de conférences sur l'histoire du Maroc. Je remercie également le public d'avoir fait le déplacement un vendredi soir. Je remercie quelques-uns de mes étudiants que je vois ici. Je remercie mes amis qui m'honorent de leur présence. Dans cette conférence, nous allons partir à la découverte d'un pan, comme vous venez de le dire, peu connu de l'histoire de ce pays, le rapport à l'Atlantique, le rapport des Marocains à la mer Océane. À l'heure où on parle beaucoup de l'héritage napoléonien, j'ai envie de commencer cette conférence par cette belle citation du grand Napoléon. Il s'interrogeait si la politique d'un pays n'est-elle pas dans sa géographie, disait-il au début du XIXe siècle. Dans le cas du Maroc, plus que n'importe quel autre pays africain ou arabo-musulman, cette citation trouve tout son sens à l'heure d'approcher les liens intimes du Maroc avec l'Atlantique. Cette mer de l'Ouest qui sera, à partir du début du XVe siècle, le nouveau centre du monde. La position ismique du Maroc et surtout son double environnement géographique, on va le voir, vous le connaissez, on va le voir grâce à cette cartographie magnifique qu'on arrive maintenant à télécharger en un clic sur Internet, notamment sur le site de Gallica, les sites de la Bibliothèque nationale d'Espagne ou celle du Portugal. Alors, on va essayer d'en profiter à fond. Donc, cette position, comme vous le voyez, ismique du Maroc et surtout son double environnement géographique font de lui le complément naturel de l'Europe vers l'Afrique et le monde arabe. À la pointe la plus au nord du continent africain, le Maroc est aussi un aboutissement d'un réseau routier qui plonge au cœur du continent, au-delà du Sahara, mettant en liaison terres et mers. Cette situation, évidemment, géographique particulière, dont l'histoire a tiré profit et façonné, révèle une tendance profonde de l'économie marocaine à se tourner vers cet espace, cet double espace maritime, d'abord, comme j'ai dit, méditerranéen et ensuite atlantique. Cependant, plusieurs questions, elles sont très nombreuses, peuvent être posées. La première d'entre elles est sans doute la suivante.
le littoral marocain vivait-il à l'heure du monde atlantique? Accueillait-il depuis toujours les trafics et les rythmes de l'économie monde? Avoir un littoral atlantique conséquent, est-ce automatiquement signe d'une économie maritime tournée sur ou ouverte sur ce monde? À quel point l'espace économique atlantique est-il maritimisé? Et là, je remercie systématiquement les géographes qui nous inspirent en termes de concepts. Et dernière question, que représente l'Atlantique, dont les ambitions économiques et politiques de ce pays hier et aujourd'hui? D'abord, donc j'ai essayé de préparer un PowerPoint en arabe. Je continue avec les cartes parce que, comme je vous ai dit, elles sont tout simplement magnifiques. Donc, alors on démarre par ce littoral atlantique au début de la navigation. Au temps de Carthage, il y a 2 millénaires, la ville d'origine phénicienne avait créé un empire maritime constitué d'un chapelet de comptoirs, dont certains sur la côte marocaine, ce qui facilitait l'intégration du Maroc dans l'économie monde de Carthage. Grâce à l'économie minière et quelques ressources maritimes, Hannon, le fameux Hanoun, a aussi longé cette côte marocaine atlantique. Il a osé franchir les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, qui constitue alors la fin du monde connu et le début du monde inconnu, des sombres eaux de l'Atlantique, la mer des ténèbres, que vous venez de citer. On parlait aussi de Al-Bahr, Bahr Dolomat, Al-Bahr Zakhar, et on le verra tout à l'heure sur une carte du cartographe sfaxien Sharfi, il parle de Al-Bahr Az-Zafti Lil-Mohit, pour vous dire la noirceur de l'océan. On y reviendra. Et donc, alors cette Rihlatu Hanoun, ou le périple d'Hannon, est arrivé, paraît-il, jusqu'à Mogador, ou ce qu'on appelait à l'époque les îles purpuraires. Carthage intégrait alors le Maroc et l'Espagne dans un espace économique et commercial singulier. Avec l'Empire romain, après 148 avant Jésus-Christ, Rome captait une grande partie des productions et richesses de l'ensemble de ces provinces africaines. Là, c'était une exposition que j'avais organisée à Tanger sur le Maroc et la mer d'hier à aujourd'hui, une façon pour vulgariser cette histoire ou diffuser ce savoir historique peu connu. Là aussi, c'est un panneau de cette même exposition, une autre à Saïdia, une troisième en France, à l'occasion des tonnerres de Brest, où le Maroc a été le grand invité d'honneur. Alors, comme j'ai dit, Rome captait une grande partie des productions et richesses de l'ensemble de ces provinces africaines. Le Maroc, ce qu'on appelait à l'époque la Maurétanie tingitane, fournissait à la capitale de l'Empire les blés, les cuirs, les fruits et les essences les plus recherchées des bois marocains, notamment le chêne, du rif et de l'atlas, sans oublier le cèdre. Ces différents produits étaient exportés par voie maritime. C'était la contribution du Maroc à l'économie monde romaine, unie politiquement et culturellement. Mais l'intégration du Maroc dans l'espace romain se faisait aussi à partir de ce qu'on peut appeler le cercle du détroit, el círculo del estrecho, comme le désigne l'historien espagnol Miguel Tarradell, qui incorpore l'Ibérie, ce qu'on appelle la péninsule ibérique, et la Maurétanie des deux côtés du détroit de Gibraltar. Différents points côtiers entretenaient des relations commerciales étroites avec leurs correspondants situés au sud de la péninsule ibérique. Hispalis, Séville, Cartera,
la Bahia de Cadiz, d'Algeciras, met en exergue un système d'échange à courte distance entre la façade andalouse de Cadix, Gades ou Gadir, Gadira, et les comptoirs marocains atlantiques jusqu'à Lixus, un des ports les plus anciens, comme vous le savez, de l'interminable littoral atlantique. La fondation de Tingis vers l'extrême fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ et la création d'un port marquent une étape nouvelle dans la dynamique commerciale et militaire du royaume maurétanien. Désormais, c'est à partir de ce port que les troupes franchissaient le détroit à destination d'Hispania, l'Espagne actuelle, pour intervenir dans les conflits régionaux en Espagne. La Maurétanie aurait même disposé d'une flotte de guerre propre pour mener à bien ses expéditions outre-Détroit. La présence d'une centaine de pièces de monnaie maurétaniennes sur le rivage gaditan, dont 60% émanant de Tingis, Tanger aujourd'hui, témoignent de l'ampleur de ce trafic. À l'époque romaine, ces relations s'amplifient et touchent d'autres mouillages de la côte marocaine. Un tableau certes incomplet de la vitalité commerciale entre les deux rives du détroit de Gibraltar, mais qui permet de mieux appréhender l'importance des liens de part et d'autre du détroit de Gibraltar et surtout de se rendre à l'évidence que cette partie de la Méditerranée atlantique intégrait déjà l'économie monde chère à Wallerstein et à Fernand Braudel. Alors, deuxième axe, confirmation de la vocation maritime de l'État marocain au Moyen Âge. Il s'agit sans doute d'une des périodes les plus prospères de l'histoire de l'Occident musulman, qui englobait l'Andalousie et la Sicile. Les musulmans accrurent le rôle de transit de leur port vers l'Europe, en relation avec le commerce saharien. On relève même l'amorce de temps nouveau pour les ports marocains et les ports maghrébins d'une manière générale. Dans son inventaire des ports dressé à partir des sources géographiques, l'historien français Christophe Picard, un des fins connaisseurs de l'Atlantique maghrébin, relève qu'El-Bekri, El-Bekri qui a vécu au XIe siècle, on avait dénombré 117 du sud marocain jusqu'à Tripoli, 117 ports, de Noun jusqu'à Tarablus. Un siècle plus tard, c'est un autre géographe marocain du nom de l'Idrissi qui dresse le chiffre de 167 ports, toujours sur cette côte. Les Marocains sont en effet, quand vous le savez, je n'invente rien, les premiers à naviguer vers l'Espagne visigothique. Dès le début du 8e siècle, durant 8 siècles, écrit Christophe Picard, les musulmans du Maroc et d'Andalousie ont navigué sur une longue bande maritime d'environ 2000 kilomètres, de Lisbonne jusqu'aux côtes sahariennes. Ils ont ainsi réussi à vaincre progressivement cette peur qu'inspirait l'élément marin, en l'occurrence Bahr al-Dolomat. Bien avant les chrétiens, continue Christophe Picard, les musulmans avaient mis en place une navigation saisonnière qui permit à ceux vivant sur le rivage de transporter les produits du Sahara et les denrées agricoles des riches plaines atlantiques, actuellement Chaouia et Doukela. En échange de l'huile ou de produits artisanaux des villes andalouses et de naviguer sur les eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique. L'aménagement d'espaces côtiers. Regardez, là, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces deux cartes, l'Idrissi, on le voit ici,
Donc la carte d'Idrissi qui a été dressée en 1154. Et ici, on voit la carte de Charfi, le fameux cartographe sfaxien. Regardez, c'est là où il parle de Al-Bahr al-Zarti al-Muhit. Donc c'est la carte que vous avez à gauche. Alors, comme j'ai dit, l'aménagement des espaces côtiers, mais aussi la présence d'une poussière portuaire et de mouillage procurant l'eau et le Havre dévoilent un monde prospère au Moyen-Âge. Renforcé également par les échanges maritimes entre les deux rives de l'Occident musulman, l'Andalous et le Maghreb. Sous les Almoravides et ensuite les Almohades, de l'estuaire du Tage à celui de Noun, la Manche méditerranéenne, pour reprendre cette belle expression de Fernand Braudel, est alors un lac musulman, écrit Ibn Khaldoun, où les chrétiens ne pouvaient même pas y faire flotter une planche. À l'aube du Xe siècle, la vitalité des musulmans sur mer est sans pareil. Même sous la férule des Taïfa, Moulouk Tawaïf. Elle se poursuit au XIe siècle avec l'avènement des Almoravides, Almorabitoun, entre 1039 et 1147, qui réussissent en un temps record à contrôler les deux rives du détroit. Dès qu'ils ont mis pied à l'Andalous, les nouveaux souverains s'approprient son héritage naval et maritime et tirent profit de sa riche culture maritime. Des flottes considérables et performantes furent construites dans les arsenaux des grands ports de l'Empire, à savoir ceux du Détroit, Cadix, Almeria et Ceuta, qui monopolisera presque tous les embarquements militaires vers l'Andalous. Parallèlement aux grandes escadres, la présence militaire almoravide, aussi bien sur les deux façades maritimes de l'Andalousie, l'Andalous et le Maghreb, se matérialise par des manœuvres défensives en raison des incursions chrétiennes sur leurs côtes, le razzia, le gharat, ainsi que des actes de piraterie. Tout ceci n'a pas affecté la prospérité du commerce maritime. Ces précisions ne sont pas vaines, même si j'essaie de simplifier au maximum. Elles expliquent au moins en partie la suprématie de la marine de l'Occident musulman, dont le bassin occidental de la Méditerranée et en Méditerranée atlantique, et avec elle s'affirme la prospérité de l'Empire, surtout avec l'arrivée des nouveaux venus, el Mouhidoun, les Almohades. En 1169, les nouveaux maîtres de ce double empire, double espace maghrébin et ibérique, héritèrent d'une importante façade maritime et avec elle une administration navale des plus rigoureuses. Pour contrôler l'Andalous, Abd el-Moumen ibn Ali el-Goumi, qui a vécu entre 1130 et 1163, renforce sa marine en faisant construire et armer une flotte de 400 unités, en particulier Al-Ma'mora, aujourd'hui Média. Cet intérêt pour la marine militaire a été accompagné d'un commandement qualifié et par la création d'arsenaux, Dar as-Sina'a, dont de nombreuses zones côtières. Mais c'est au temps du calife Ahmed al-Mansour, Yaqub al-Mansour al-Mouhidi, que la marine de guerre est devenue un outil indispensable à la diplomatie et la puissance en mer. Cette marine est un des moyens de contrôle de son empire qui s'étend de l'Andalousie, comme on le voit, jusqu'à Tripoli, en passant évidemment par le Maghreb. Quant à Ceuta,
Elle profita de sa situation stratégique et des ressources de son arrière-pays et devint désormais le centre du commandement, où résident les amiraux Omara al-Bahr, qui ont donné naissance au vocable amiral. Ribat al-Fath, aujourd'hui Rabat, et surtout le Marmora, riche en ressources et en bois, deviennent également de grandes places pour le commandement naval, notamment pour les expéditions contre l'Andalous. Ibn Khaldoun résume en ces termes la suprématie maritime almohade. Leur flotte, dit-il, avait atteint en quantité et en qualité un degré insurpassé auparavant ou depuis. Je ferme la citation. Le règne almohade, ajoute Picard, reste essentiellement caractérisé par une large ouverture sur l'Atlantique. Et leur construction politique assoit sa puissance dont la bordure déjà à la fin du XIIe siècle. Ils dotent la côte ouest de leur État d'infrastructures maritimes qui leur permirent de jouer un rôle nouveau dans la navigation. Des centres portuaires tels que Silvesh, Saltesh, Séville, Cadix, Salé, Azmour ou Safi connurent la plus grande prospérité. Des raisons commerciales expliquent la mise en valeur du littoral atlantique maroco-andalou et le rôle joué par les vastes et riches plaines atlantiques marocaines, devenues le grenier à blé de l'Andalousie et d'autres régions, fut également à l'origine d'un autre mouvement d'ordre, je dirais, politique. La structuration du commerce et de la navigation, les liens politiques et militaires entre les ports du Maghreb et de l'Andalous assurent son unité au domaine maritime almohade. Et là, je ne peux m'empêcher de vous citer ce texte, un texte magnifique cité par Picard et qui retrace ce perfectionnement de l'administration navale almohade. Et je vous le lis. Le cérémonial célébrant le départ des flottes à Satil en 933. La scène se déroule toujours au palais du calife, dans le salon de la réception, et le souverain, bien qu'immobile sur son divan, focalise tous les regards. Par sa présence silencieuse, il contrôlait toutes les étapes, de la remise du bâton de commandement à la lecture des bulletins qui annonçaient l'accomplissement de sa mission. Si la flotte était préparée dans les arsenaux andalous, puis rassemblée à Ceuta, elle ne pouvait lever l'ancre qu'après l'arrivée de l'amiral Qaïd al-Bahr, qui s'était rendu dans la résidence du calife pour y recevoir les insignes de commandement et les cadeaux. Je ferme la citation de Christophe Picard. Au début, mais comme j'ai dit, donc on passe là évidemment, Ibn Khaldoun, il est prolifique quant à l'importance de la marine et de la navigation au temps des Almohades et des débuts des Mérinides. Mais la reconquête, la reconquista, Horoub al-Istirdad, la reconquista va remettre en question, va remettre en cause ce système économique qui a duré 4 siècles et précipiter ainsi l'effondrement de toutes les initiatives commerciales maghrébines. Au début du XIIIe siècle, l'empire almohade s'effrite, ce qui met un frein à la grande politique navale et militaire. Les pays latins émergents serrent petit à petit l'étau sur les musulmans du Maroc. L'Aragon
s'affirme, la reconquista chrétienne grignote des territoires. Les ports marocains sont inévitablement coupés de leur vis-à-vis ibérique, de leur hinterland andalou, dès le milieu du XIIIe siècle. L'activité maritime commerciale, aussi bien que militaire, se trouve réduite pour l'essentiel à des opérations de piraterie, à la violence maritime et à l'entrepreneuriat sur mer. Le champ du cygne a été atteint avec la défaite, comme vous le savez, cette fameuse défaite de Tarifa, El Salado, ou on l'appelle aussi la défaite de Rio Salado, fin octobre 1340. À la suite de cette bataille, les Mérinides perdent successivement les ports du détroit. Tarifa, 1341, le Khouzirat, 1343, puis Gibraltar. La perte des ports andalous de la façade atlantique affecte durablement l'évolution économique et militaire des ports marocains dans leur ensemble et permet aux Ibériques de prendre l'initiative contre le rivage d'en face. Voilà, on a quelques scènes de cette fameuse bataille de Tarifa, ici, d'après la Cantiga de Santa Maria. Le champ est désormais ouvert devant les ambitions portugaises. Ils prennent Ceuta le 21 août 1415. Sarsrer le 8 octobre 1458. Et Asséla et Tanger, et là on voit une tapisserie magnifique, la tapisserie de Pastrana. C'est un bijou constitué de 4 tapis qui racontent l'histoire de la conquête des ports marocains par les Portugais entre essentiellement celui de Sarsrer, 58, de Asséla et de Tanger. Et on peut visiter cette tapisserie, c'est dans un petit village qui s'appelle Pastrana, pas loin de Madrid, enfin 70 km de Madrid, à quelques encablures de Guadalajara. Ils ont été complètement restaurés. D'accord ? C'est un véritable bijou qui raconte l'histoire de cette conquête lusitanienne des ports du détroit, comme j'ai dit, en 1458 et en août 1471. De Asséla d'abord. D'ailleurs, on réserve à Asséla 3 tapisseries. Quand je vous parle de tapisseries, c'est des tapisseries de 11 mètres sur 4. Donc vous pouvez imaginer, moi j'ai la chair de poule rien qu'en les imaginant dans la salle de cette petite église de Pastrana. Alors, qu'en est-il de la période suivante, c'est-à-dire la période moderne ? Les ports atlantiques du Maroc, à l'époque moderne, entrent la guerre de course et le commerce maritime. Ce changement de conjoncture, opéré, on l'a vu, dès la fin du XVe siècle, du XIVe siècle, instaure sur les marges de l'économie monde européenne une situation inverse à la précédente. Face à cette hégémonie de l'Europe, la guerre de course s'avère la seule réponse à la portée d'entités politiques affaiblies. On parle de la fin des Mérinides et ensuite les Otacides. Braudel s'exprime en ces termes en faisant allusion à ce revirement de situation. Il n'y a de salut du côté de tous les perdants, là évidemment ce sont les propos de Braudel, que là où il recourt à la violence, à l'agression, tout simplement à la guerre. Fini la citation. Surtout lorsqu'il s'agit d'États situés à la charnière des 2 économies mondes, l'européenne et l'ottomane. En faisant évidemment référence aux régences d'Alger, Tunis et Tripoli. Sauf que le Maroc, lui, il est à la limite de ces 2 économies.
européenne et turque, ou ottomane pour respecter les concepts et de l'époque. Les ports de l'Arrache, là on a toute une série de ports, ils sont tous, pratiquement tous, entre les mains ou des Portugais. Tous les postes du littoral atlantique sont devenus portugais, sauf évidemment on a quelques exceptions, et ceux du Nord qui ont évidemment subi l'agression espagnole. Les ports de l'Arrache, Marmora et Salé se convertissent en ports corsaires. Course et commerce, deux activités antinomiques, pas tant que cela, car la course vit des échanges commerciaux et en crée d'autres, comme l'économie de la rançon, liée évidemment au rachat des captifs chrétiens au Maroc ou des captifs marocains ou maghrébins en Europe. Ce qui change, ce sont les règles. La course est une manière forcée de prendre part à une économie commerciale, j'entends évidemment l'économie européenne, capturée par d'autres. Jean Meyer, l'historien français, faisant suite à Fernand Braudel, a bien perçu le phénomène en écrivant « Course et commerce sont intimement liés. La course, la guerre de course, ne peut subsister sans l'existence tacite et tolérée d'un réseau commercial parallèle, grâce auquel les prises retournent de nouveau au circuit commercial normal, soit celui du belligérant privé de son trafic habituel, soit celui du pillé qui cherche par tous les moyens à récupérer la marchandise perdue. Ainsi, à Salé, comme dans les autres ports marocains, la recrudescence des opérations corsaires marocaines va de pair avec la dynamique du secteur commercial. Certes, la guerre de course requiert des infrastructures, des équipements, des ports, des arsenaux, des techniciens pour réparer, voire pour construire les navires. J'ai ici quelques belles gravures de Rabat Salé. Donc on voit d'ici la tour Hassan. Voilà, on a ici quelques navires Chebec, le navire corsaire par excellence. On a une Polacre, la Caravelle, une Tartane et un Brigantin. Certes, la guerre de course, comme j'ai dit, requiert des infrastructures. Donc, on a besoin de techniciens pour réparer, comme j'ai dit, voire pour construire de nouveaux navires ou pour convertir ce qu'on appelle les navires de pillés et qu'on refait pour continuer à exercer, évidemment, cette activité violente. Selon que les ports disposent de ces éléments, leur activité est plus ou moins dynamique. Au Maroc, la plupart des mouillages sont, comme vous le savez, naturels. C'est-à-dire, ce ne sont pas de vrais ports, mais c'est juste des, qu'on appelle des mouillages ou des havres, marafi. Ou presque, sauf pour certains ports, aux potentialités importantes, c'est le cas de Salé, Tanger, Tétouan. Tanger, on a vu qu'il y avait plusieurs entreprises qui ont été faites déjà à l'époque des Portugais, et ensuite on verra au temps des Anglais. Tétouan aussi, sur le Martil, et plus tard, Souera. Néanmoins, malgré la précarité de leur équipement, écrit l'historien tunisien Sadr Boubakr, les quantités de marchandises exportées de certains ports étaient conséquentes sur le long terme. Les mécanismes favorables au nouvel essor des places portuaires maghrébines, à savoir les conditions de sécurité, ressources et équipements nécessaires aux navires corsaires. Le port de course devait disposer d'un chantier naval. Celui de Rabat Salé était au pied de la tour Hassan. D'un chantier naval, comme j'ai dit, d'un abri sécurisé pour l'entretien des unités corsaires. Être fortifié, et c'est le cas de ce site où nous sommes, et disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, qui était au départ européenne, mais qui s'est maritimisée au fur du temps.
et c'est elle qui va prendre évidemment la relève de la construction navale. Et surtout des marchands habiles, et ils étaient nombreux sur le terrain salétain et aussi dans les autres villes de cette façade atlantique marocaine, pour pouvoir évidemment écouler ce qu'on appelait les marchandises déprédées, pour dire tout simplement les marchandises volées aux autres. Comme toute activité économique, l'activité corsaire est loin d'être linéaire. Et elle suit les conjonctures, les évolutions de la région et surtout la rentabilité. C'est ainsi que Salé, Larache et d'autres ports marocains connurent deux périodes clés de l'activité corsaire. D'abord, le XVIIe siècle, celui qu'on appelle le siècle d'or de la course. Les corsaires marocains procèdent à un élargissement sans précédent du théâtre des opérations. Les corsaires marocains arrivent à piller le sud-ouest de l'Islande le 20 juin 1627. Ils arrivent aussi sur les bancs de Terre-Neuve. On reviendra en détail sur cette géographie, sur ce théâtre des opérations corsaires, des fameux corsaires de Salé. Et main dans la main, ils sont arrivés jusqu'au Brésil, main dans la main avec les corsaires d'Alger. Là, on vit des temps différents, mais à l'époque, on opérait ensemble. Ça pour la première période. La seconde période est celle qu'on appelle la course tardive. Vers l'extrême fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Au temps du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah, Moulay Yazid, et après, on verra, voilà, Moulay Slimane. Des ports-refuges comme ceux de l'Eraish, le Ma'moura, Fdala, Safi suivent le mouvement. Le basculement vers une économie plus tournée vers les échanges atlantiques commence à se faire sentir à la fin du XVIIIe siècle. Ceci est perceptible à Fdala, aujourd'hui le Mohammedia, et surtout à Dar al-Bayda. Plus tard, Casablanca, à partir de 1790. Cette renaissance s'est accompagnée d'un accroissement du trafic commercial maritime et de l'essor du commerce céréalier. Ainsi, en 1789, 50 navires chargés de 250 quintaux de blé chacun auraient quitté le port de Casablanca à destination de l'Europe et surtout de la voisine Espagne. Ce trafic procurait au sultan du Maroc, Sidi Mohammed ben Abdallah, de nouvelles rentrées fiscales, dont Beit el-Mal avait cruellement besoin, soit 500 à 600 000 pesos mexicains par an. Enfin, par la déclaration du 20 octobre 1789, le sultan, toujours ce même sultan, Sidi Mohammed ben Abdallah, accordait à l'Espagne et plus précisément à la Compañía de los Cinco Gremios de Madrid, le monopole du commerce de Casablanca, en échange évidemment des services financiers et surtout militaires rendus à la compagnie, par la compagnie espagnole au souverain marocain. Il consent même à l'ouverture du premier consulat européen, et dans ce cas précis espagnol, c'est le premier consulat européen à Casablanca, et octroie un terrain pour la construction d'une église franciscaine dans la médina de Casablanca. Ce qu'on appelait à l'époque Dar al-Bayda. Voilà, parce que le mot Casablanca ne se greffera que par la suite. Néanmoins, la création et l'aménagement, et là, évidemment, d'un nouveau port moderne comme Essaouira, vers 1760, va renforcer ses activités corsaires et surtout commerciales, puisqu'il obtient le monopole du commerce avec l'Europe. Rapidement, ce port, celui de Souaira, fut doté d'une série d'institutions, dont, pour réguler évidemment l'activité commerciale, dont le tribunal du commerce, un atelier pour frapper la monnaie, parce que jusqu'à l'époque de Sidi Mohammed ben Abdallah, la monnaie marocaine était frappée chez nos amis espagnols, notamment à Cadix.
On procéda aussi à la construction de fonds d'or. Le sultan autorise les marchands européens et leurs consuls à s'y établir, et Essaouira fut ainsi promu au statut de premier port du Maroc atlantique et première place portuaire vers la fin du XVIIIe siècle. Là, c'est un tableau que j'affectionne beaucoup. C'est un tableau de Rabat Saleh, peint à la fin du XVIIIe siècle. Il repose tranquillement au musée maritime d'Amsterdam. Le sultan, comme je dis, autorise les marchands européens et leurs consuls à s'établir dans ce port de Souaira. Ainsi, la ville fut promue, comme j'ai dit, au statut de premier port du Maroc atlantique et, comme j'ai dit, la première place atlantique du Maroc. Au XIXe siècle, le Maroc renonce progressivement à la guerre de course comme choix économique stratégique, au profit des activités pacifiques, en l'occurrence le commerce. Et ce, bien avant le congrès de Vienne, et un autre congrès qui viendra plus tard, celui d'Aix-la-Chapelle en 1818, qui interdisent formellement l'usage de la violence, l'usage de l'activité de la course. En somme, la configuration portuaire de l'époque moderne révèle une maritimisation progressive de l'économie marocaine, d'une manière générale. Commence alors, au temps du protectorat, une nouvelle dynamique pour les activités maritimes et portuaires. Et c'est l'objet de l'avant-dernier axe. À la suite de l'instauration du protectorat français au Maroc, une nouvelle organisation politique et économique voit le jour, notamment à travers la mise en application d'un vaste projet d'organisation portuaire par le résident général Hubert Lyautey. De ce vaste projet, on retient celui de la construction de ce qui serait appelé le grand port du Maroc, le grand port moderne du Maroc. Grâce à la construction du port, à l'intensification et à la diversification de ses fonctions, Casablanca se développe rapidement et connaît une urbanisation singulière, accompagnée de tous les signes de la modernité, dictée par les mutations majeures du XXe siècle. Casablanca est ainsi promue capitale économique du Maroc colonial et ensuite du Maroc indépendant. Tirant son dynamisme de son port, par lequel transitait, dès la fin des années 1920, près de 80% du commerce maritime du pays. Casablanca connaît un essor remarquable. Elle devient même une pièce maîtresse de la stratégie militaire, politique et économique du protectorat, entraînant dans son sillage d'autres ports de la façade atlantique, Port Lyautey, Fdala, Mohammedia, Safi, etc. Cette fortune, le port la doit évidemment à son hinterland, son arrière-pays, aux phosphates récemment découverts, mais aussi à l'extension du réseau ferroviaire et routier, qui sont à l'origine de la prépondérance du réseau de ce qu'on appelait la Californie africaine. Par rapport aux autres ports atlantiques, le rail rayonne désormais dans toutes les directions, vers l'intérieur du pays, facilitant ainsi le cheminement des produits agricoles et miniers vers la métropole. À la veille de l'indépendance, en 1556, le port de Casablanca assure 77,1% de la valeur du trafic d'importation de la zone française, constituant ainsi une véritable tête de réseau portuaire. Il entretient également des relations suivies
avec des ports plus lointains, mais aux potentialités importantes, notamment ceux de la métropole, Bordeaux et Marseille, sans oublier les ports africains, notamment Dakar, et les ports des îles Canaries. Casablanca est aussi un lieu de refuge pour tous les persécutés ou lieu de passage pour les migrants de toutes sortes et pour différents mouvements d'exode. La crise de 29, avec son cortège de misère, a poussé un grand nombre d'Européens, surtout des Portugais, vers les rivages marocains. Et là, je vous invite à explorer les archives diplomatiques de Nantes, où il y a des centaines d'archives sur la chasse aux Portugais, dont le port de Casablanca. Casablanca est aussi un port d'escale sur la route des Amériques, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, ou lors de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, des milliers d'Européens, là j'ai carrément une liste que j'ai trouvée aux archives diplomatiques de Nantes, des milliers d'Européens, notamment des Juifs, fuyant le nazisme, y ont trouvé refuge, ou ont transité par les quais de son port avant de prendre une nouvelle destination vers le Nouveau Monde, aux États-Unis, à Cuba, au Mexique ou l'Amérique latine. Regardez-moi cette liste. Là, on a carrément liste nominative de quelques passagers embarqués à Casablanca le 26 janvier 1942, à bord du Serpa Pinto à destination de l'Amérique. On a ici leur nom, prénom, la date de naissance, la nationalité, la profession. Il y avait aussi des enfants et puis surtout la destination. Ainsi, des milliers, comme j'ai dit, il y a évidemment ces Européens, l'essor de cette immigration reste soutenu, puisque les réfugiés de la guerre civile espagnole viendront à leur tour grossir les vagues des migrants et dont beaucoup feront escale à Casablanca, avant des départs collectifs vers d'autres horizons outre-Atlantique, à bord du Nyassa, du Sao Tomé ou encore du Guinée. Dans le Maroc indépendant, Casablanca est devenue une véritable métropole économique, un moteur de l'économie marocaine qui attire les hommes et crée des richesses, entraînant dans son sillage, écrit le maritimiste Najib Sharfawi, la dorsale qui s'étend du môle de Tanger jusqu'à l'appontement de Dakhla, soit 2800 km. Le dernier volet concerne plutôt le temps présent, où il est question d'une renaissance en plusieurs temps. Le Maroc indépendant et ses ports, une renaissance en 3 temps. Avec l'indépendance, une nouvelle étape commence pour la vie portuaire de la façade atlantique, avec la construction de 3 grands ports en eau profonde, ouverts sur les mers du globe, dont le port de Tangemed, situé sur le détroit de Gibraltar, deuxième point de passage du commerce mondial, connecté à 174 ports mondiaux, offrant la capacité de traitement pour 9 millions de conteneurs, transit de 7 millions de passagers et 700 000 camions et l'export d'1 million de véhicules construits localement et qui s'engagent vers l'intégration des 20 premières plateformes portuaires à l'échelle mondiale. Aujourd'hui encore, les nouvelles réponses entendent poursuivre le processus de maritimisation de ce pays. Ces différents projets réduiront à coup sûr, avec le futur port
de Dakhla Atlantique, un troisième grand port résolument tourné vers le futur, ou le projet de Kénitra Atlantique, j'espère qu'il verra un jour, qu'il verra le jour dans les années qui viennent, parce qu'il a été inauguré, enfin le projet, on en parlait depuis 2016, et voilà, on attend toujours. Alors, j'espère que ces différents projets réduiront la discrimination géographique longuement évoquée par Fernand Braudel, ou encore cette grille proposée par Emmanuel Wallerstein, convertissant cet interminable littoral maritime marocain en une source de prospérité durable du nouveau millénaire, auquel va s'amarrer le destin de tout un pays, confirmant aussi que l'ouverture atlantique du Maroc est une constante dans son histoire et qu'il continuera à faire partie intégrante des voies passantes de ce monde. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mziane. 3000 ans d'histoire je vérifie. En vous écoutant, on ne regarde pas l'heure, hein, donc c'est tellement passionnant. Je ne vais pas donc commenter, hein, je vous passe la parole. S'il y a des questions ou des remarques. Docteur Chastel, je vais vous donner... Léla, je me suis beaucoup intéressé à cette période-là, naturellement. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que tu as fait du Maroc, comment dirais-je, tu as dit que le Maroc avait une puissance maritime commerciale. Je ne suis pas tout à fait de ton avis, parce que jusqu'à Moulay Ismaïl, il n'y a pas vraiment une marine marocaine marchande. Il y a une marine pirate. C'est une marine pirate, mais je dis, il n'y a pas une marine marocaine marchande partout. Disons que je ne suis pas d'accord sur ce principe. Après le protectorat, disons, à partir de Sidi Mohamed Ben Abdallah, oui, là, il y a une marine marchande structurée, et c'est Sidi Mohamed Ben Abdallah est le seul sultan qui a dynamisé et donné une marine marchande qui est vraiment digne de ce nom. On prend plusieurs questions, je crois que c'est mieux. Sauf s'il n'y a pas de... C'est Ahmed. Micro, Allah yakhlik. Oui. Chef, d'accord. Voilà, on va la montrer. Par hasard sur un bateau, le Belém, le fameux Belém. Et... Un beau voilier. Oui. Alors, ce que je lui reproche, c'est qu'elle a fait appel à un gars qui ne connaît rien en histoire pour lui donner deux conférences pour ses étudiants. J'ai donné 2 conférences, alors que moi, l'histoire et moi, on est 2. Donc, voilà. Oui. Moi, oui, bon, je continue. J'ai l'impression que l'histoire du monde sous-développé n'est pas bien connue par rapport à l'histoire de l'Occident, parce qu'avec l'avènement de la photo et du cinéma, nous, quand on était jeunes, on connaissait Barbaros, je ne sais pas, les grands corsaires, mais on ne connaissait pas Morad Rais, des gars qui sont allés au nord. Moi, je me suis inspiré de vous et de monsieur Dr Chastel.
Vous savez, je rêve quand quand je lis ce que vous dites sur l'histoire des diocèses de Coutances. Les curés, il y avait un rituel au nord de la France. Tous les curés devaient dire le dimanche, Dieu gardez-nous des Salétains. Dieu protégez-nous des corsaires de là-bas. Mais ça fait rêver, ça fait rêver. Oui, donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Président. Alors, j'aimerais tout d'abord saluer les efforts du comité de la Fondation pour faire vivre l'histoire du Maroc. J'aimerais remercier aussi Madame Ziane pour cette superbe conférence, très riche en enseignements. Merci de faire connaître et d'archiver l'histoire maritime du Maroc. Elle en a besoin. Et moi, je vous prie aussi de publier le plus possible. Parce que quand on voit le livre qui est sorti et qui est très médiatisé, de Christian Bûcher, la grande histoire qui raconte la mer, tout l'héritage de notre pays est passé sous silence. Tout ce qui a été transmis à l'Espagne, à l'Europe, en termes de politique, d'histoire, de culture, de sciences, de mathématiques, tout a été zappé. Et le plus grave, c'est que ce livre brille par l'absence des cartes de Sharif el-Idrissi, alors que c'est des cartes de référence qui sont restées pendant 3 siècles, donc des documents pour tous les explorateurs, les documents vraiment qui ont été le plus utilisés par Ibn Khaldoun, Tota, par Christophe Colomb, etc. Donc, il faut aussi publier. Et merci. Merci beaucoup. Oui, je voudrais profiter et lancer un appel. Vous avez parlé aussi de l'occupation du littoral depuis l'Antiquité. Effectivement, dans tout le littoral marocain, il y a des vestiges depuis l'Antiquité et toutes les civilisations dont vous avez parlé. Mais je voudrais attirer votre attention qu'ils sont dans des sites à risque maintenant. Avec le réchauffement climatique et la montée du niveau marin, ces sites vont disparaître. Il serait très important de se mobiliser pour créer un musée virtuel, pour essayer d'archiver le maximum de choses. On a des vestiges incroyables depuis le littoral méditerranéen jusqu'au littoral atlantique. Et merci pour votre patience. Merci beaucoup, madame. Vous n'avez pas dit que vous étiez géologue maritime. C'est pour ça que, voilà, pour que les gens sachent de quoi vous parlez. Naïma Hamoumi, je suis professeur retraité de l'université Mohamed V. Je suis océanographe, géologue marin. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à la mer. Parce que c'est un tout. L'océan, c'est un tout. C'est sa géopolitique, c'est ses ressources, c'est son histoire. Et aussi, on a besoin de regrouper toutes les spécialités, toutes les disciplines pour valoriser ce littoral qui représente énormément pour notre pays, hein, pour tous les enjeux et les défis qui se posent. Il y a des enjeux économiques, les enjeux scientifiques, culturels, etc. Et merci. Merci beaucoup. C'est voilà l'eau. Merci beaucoup. Merci, Sinassar. Merci, Madame Ziane, de nous avoir donné cette occasion de parler de l'histoire de Salé. Il y a plein de Slavis ici, hein, je pense. Je voudrais faire la transition en tant que chercheur en géopolitique et relations internationales. Quand j'ai vu le titre « Min al-Ams ila al-Yawm », je pensais au discours de Sa Majesté, le dernier, sur l'Afrique atlantique, qui était un grand projet structurant du port de Dakhla, auquel j'ai donné des conférences même à Dakhla, de son importance économique, commerciale, ouverture vers l'Afrique occidentale, bien sûr, et aussi cette actualité sportive. Nous allons organiser la Coupe du Monde 30 avec nos amis espagnols et portugais, et je pense que c'est le moment aussi d'intégrer ce genre de thème, puisqu'il y aura la culture qui sera présente en 2030, il y aura la culture, il y aura l'histoire, il y aura beaucoup de choses. Et je pense que c'est le moment aussi de faire un effort pour récupérer ce que nous pouvons récupérer comme documents, monuments. Vous avez parlé
de cette tapisserie, mais j'avais visité le musée militaire, le musée des carrosses royales à Lisbonne. Et dans plusieurs cartes pour le Maroc, on trouvait Lixus et Salé, les deux villes, Lixus et Salé. Et ça m'a quand même interpellé pour voir pourquoi uniquement Salé et Lixus, et vous l'avez confirmé par ce rôle de Salé et de Lixus avant. Je voudrais aussi dire que l'actualité, moi je pense que pour l'avenir et pour la Fondation Sidi Boubacar El-Kadiri, d'organiser quelque chose sur ce thème de l'Afrique atlantique, qui est un projet très important. Et remarquez que moi j'avais fait une étude Dakhla, Dakar, Abidjan, c'est à Kurdistan. Et je sais que très bien avec des contacts avec nos amis sénégalais, Dakar aussi prend de l'importance, comme pour Dakhla, pour jouer ce rôle de plateforme pour l'Afrique, pas uniquement occidentale, mais aussi pour toute l'Afrique atlantique, et qui sera ouverte vers l'Amérique latine. Parce que l'Atlantique, il y a l'Atlantique sud-africaine, l'Atlantique nord-européenne, mais aussi l'Amérique latine. Et d'ailleurs, comme histoire portugaise, je sais que au Brésil, il y a une ville qui s'appelle Mazagan. Donc nous avons quand même une histoire très connue, pas uniquement avec les Espagnols et nos amis français, mais nous avons aussi une histoire très riche avec l'Amérique latine. Et c'est le moment de faire ce lien et d'en parler davantage, puisque le Brésil est quand même un troisième client en Afrique. Merci pour l'idée, c'est Habib. C'est Gilali Adnani au fond. Bonsoir. Merci, chère Leïla Ziane, pour cette conférence donc concise, précise. C'est un survol donc à l'histoire de l'Atlantique, de la Méditerranée. Juste quelques idées par rapport à cet grand océan qu'on appelle l'océan des sables, qui est le Sahara et l'Afrique noire. Et donc, je pense à Sijil Massa et à la chute de Ceuta. Mais je pense aussi à la prise d'Alger ou de l'Algérie et le port de Mogador. Donc, la dimension saharienne et africaine du port de Mogador via les relais sociaux, si on peut dire, ça veut dire les tribus, comme les Aïs Ba'amaran, avec les Tikna, avec les Ouled Lim, assurent cette route qu'on appelle Tariq al-Lemtouni, qui est la route des camions actuels et qui est la route de l'Atlantique. Moi, je vois cette dimension africaine de Mogador, en liaison d'abord avec Saint-Louis, c'est avant Dakar, et par la suite Dakar. Et donc, ça me rappelle aussi le pèlerinage, le petit pèlerinage des Tijani, donc par bateau ou par les airs, par le train d'Oran à Fès, mais c'est surtout par bateau depuis Casa, les bus CTM passant par Rabat, la Zawiya de Sidi Al-Arbi Ben Saïh et ensuite vers. Et je pense que c'est très intéressant cette connexion Dakar, Casa, à l'époque de l'IOT et par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Géaline. Alors, je vous remercie. Bonsoir à tous. Je vous remercie. Je remercie la Fondation Kadiri pour ces conférences. Et je remercie Madame Leïla, professeure Leïla Mziane, pour cette belle conférence qui nous a ramené du temps passé vers le temps présent. Moi aussi, je suis sur une recherche qui parle du temps passé vers le temps présent. Mais je parle de la mobilité des objets. Alors là, vous m'avez un petit peu mené vers ma recherche et vous avez parlé des ports. Et les ports, moi je travaille sur la mobilité des objets. Donc les ports, c'est un lieu très important pour cette mobilité. Mais je reviens aussi à la remarque du monsieur là,
Si on revient au temps passé, au temps de l'Antiquité, il y avait un autre mode de commerce. Il y avait d'autres modes et vous les avez cités. C'est-à-dire, c'est pas le même. On n'imagine pas. Il faut pas imaginer les modes anciens comme les modes qu'on voit du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Donc, il y avait un autre mode d'échange et d'autres modes d'échange qui reviennent souvent dans les livres d'histoire et de commerce aussi. Donc là, et vous avez parlé de l'importance du port de Casablanca. Donc l'importance du Casablanca, de Kénitra et de nouveaux ports, ils ont été créés justement pour mobiliser les objets, pour faire la mobilité des objets et pour faire le commerce de ces objets qu'on espère maintenant faire revenir un petit peu vers nous, parce qu'il y a eu beaucoup de mobilité d'objets qui n'ont pas été mobilisés volontairement. Et merci. Merci beaucoup, Nabil Rahmouni. Après, l'Oustad Qanbib. Merci à tous. Merci, madame. Merci à tout le monde. Moi, je voudrais juste poser une question, parce qu'on aborde justement largement l'histoire de la piraterie et de la course. Et je voudrais qu'on revienne sur les éléments qui ont poussé à l'émergence, non pas à l'émergence au début, puisqu'elle a toujours existé, mais comment elle a explosé et elle est venue s'installer sur les berges du Bourg-et-Grec. Alors c'est pour ça que c'est important, c'est une modification du commerce international, un basculement. En fait, de mon hypothèse, il y a eu du commerce qui était, disons, automatiquement passé par le Maroc, à travers, donc, si je le mets ça, et à travers Marrakech, Fès, etc., et qui remontait vers la Méditerranée. Et à un moment de l'histoire, donc, les Européens qui achetaient aux Marocains sont passés directement faire leurs propres achats en Afrique. Et donc, c'est pour lutter et, disons, rattraper un peu ce manque à gagner de l'activité commerciale et d'échange marocain qu'on s'est retrouvé à développer justement pour essayer de décourager les Européens d'aller directement sur place. Donc c'est comme ça que je le comprends. Est-ce que c'est cela ou pas? Je ne sais pas. Merci. Merci, Ustad Qanbib. Nabil, s'il te plaît. Shukran. Merci beaucoup aux organisateurs de cette belle rencontre, belle et fructueuse rencontre, féconde vraiment. On a appris beaucoup de choses les uns et les autres. Je voudrais essayer d'être aussi concis que possible. Alors, s'agissant de... Il a été beaucoup question de Brodel. Je crois qu'il conviendrait sans doute de donner le titre de son ouvrage. Brodel, c'est donc la Méditerranée, le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Et ce qu'il y a d'intéressant de ce côté-ci du détroit de Gibraltar, c'est qu'il parle de la bataille de Wad el-Makhazin. Ça s'est situé à l'embouchure du Loukos. Et le Loukos aboutit, c'est l'Atlantique. Donc c'est une manière de rappeler un peu que la façade atlantique a eu un rôle pas aussi intense que celui de la Méditerranée, mais elle a eu un rôle quand même. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est partie, je ne me rappelle plus en quelle année, il y a quelques décennies, une expédition de Thor Heyerdahl qui a dupliqué un peu la mission du Kon-Tiki dans le Pacifique, donc à destination de l'Amérique du Sud, à la faveur il s'est branché à partir des Canaries sur les vents alizés, et donc il a été atterri, je crois, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Je voudrais rappeler également que quand on parle des corsaires, effectivement, c'est le terme qui convient, al-mujahidin fil bahr, c'est la formule appropriée. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y avait des corsaires aussi.
des corsaires au service de Louis XIV et leurs captifs, musulmans ou sarrasins, comme on disait à l'époque, étaient transformés en galériens. Ils ramaient dans des conditions absolument atroces. Donc, il y avait des galériens sur les galères justement de Louis XIV. Il y avait aussi des galériens sur les bâtiments, sur les vaisseaux de la reine Élisabeth Ier, qui a eu des relations très suivies avec le Maroc. Et c'est là, la Grande-Bretagne, l'Angleterre et les Pays-Bas étaient les principaux débouchés du sucre marocain avant que l'industrie sucrière au Maroc ne soit ruinée par l'industrie le sucre des Caraïbes. Et pour ce qui est toujours des corsaires salétains, ou Orbati, comme on voudra, il faut peut-être souligner le fait que c'était essentiellement des morisques. C'était une manière pour eux de se venger de la chrétienté qui les a malmenés et expulsés, ou incités au départ en 1609, si j'ai bonne mémoire. Et donc, ce qu'il y a également à signaler, c'est que les prises de ces corsaires étaient écoulées sur des marchés européens et la place de Livourne jouait un rôle essentiel dans l'achat de ces prises et leur revente sur le marché européen. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, moi, j'étais ravie de t'écouter, Laïla. C'est passionnant, évidemment. On en apprend. C'était extraordinaire, moi qui suis vraiment loin de l'histoire. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience le livre sur l'histoire du Maroc. Pour rebondir sur ce qu'a dit le professeur Kenbib, si j'ai bien compris, les corsaires, nous étions des Algériens et des Marocains. Donc, une des rares fois où nous étions côte à côte, c'est quand on pillait les autres. Et donc, je m'aperçois que cette façade atlantique, elle fait quand même, depuis la Marche verte, 1975, quelque part aussi un petit peu le malheur du Maroc, parce qu'elle a été une entrave à son développement. Comme vous le savez, dans les années 70, nous avions le même PIB que la Corée du Sud. Et nous sommes, malheureusement, nous avons été obligés, à cause des Algériens, je ne vois pas d'autre mot, de nous armer, de tout détourner, tout ce qui était vers l'éducation, etc. Donc, cette façade atlantique, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de raviver cette coopération lors des vols et pour dire qu'on est prêt à laisser éventuellement une fenêtre vers l'Atlantique à nos amis algériens? Peut-être que l'histoire va servir. Oui, on serait prêt. Je pense qu'on serait prêt pour construire le Grand Maghreb parce que c'est une véritable entrave au développement de la région. Nous qui sommes profs aussi pour la majorité, tous les pays du Maghreb ont des jeunes à éduquer, ont la santé à construire, etc. Et on se retrouve tous à acheter des milliards de dollars de tanks, etc. Voilà. Est-ce que l'histoire ne pourrait pas œuvrer pour rapprocher les deux pays dans le futur? Merci beaucoup. Je crois que c'est la dernière question. Je voudrais juste te poser deux questions peut-être pour coller un peu au sujet. Est-ce qu'il y a eu réellement de la construction navale au Maroc du temps des Almoravides, des Almohades? Je sais que pour les corsaires, c'était en collaboration avec leurs cousins néerlandais, n'est-ce pas? Mais est-ce que le Maroc avait une tradition de construction navale? Merci.
essayer. Oui, oui, ben, tout à fait. Mais c'est vraiment, ces questions sont toutes intéressantes, les unes que les autres. Donc, je vais essayer d'y répondre. D'abord, en répondant évidemment à Robert, cette fameuse flotte commerciale marocaine, existait-elle? Il faut dire que en histoire, je préfère périodiser. C'est-à-dire, quand je parle d'une flotte commerciale, je parle essentiellement de la période médiévale. Il s'agit de 8 siècles. Ils vont du 7e siècle jusqu'au 13e, 14e siècle. Il y avait une flotte commerciale très, très importante. Quand je disais tout à l'heure que Abdelmoumen, dès son arrivée, il commence à construire à tour de bras, il lance une opération très, très vaste, celle de la construction de 400 unités qu'il dispatche sur les ports du Maroc. Mais l'essentiel se fait à Al-Ma'moura, à Mehdiya, mais aussi dans d'autres ports, à Tanger et à Beds. Donc, grâce à ces flottes, je parle là des Almohades, on retrouvait la même chose au temps des Almoravides. C'est, je dirais, c'est des moments de pure splendeur sur le plan naval, sur le plan militaire, sur le plan commercial aussi, parce que, comme j'ai dit, il a fallu relier un empire très, très étendu. On est en train de parler d'un Maghreb et d'une péninsule ibérique il y a 800 ans, il y a pratiquement 1000 ans. Donc, il n'y avait ni téléphone, ni Internet, ni ChatGPT, mais il y avait la flotte, et elle était très puissante. À telle enseigne, c'est sûr que tu le sais, Robert, le fameux Saladin demande le secours de ce grand calife de l'époque, Yaqub al-Mansur al-Mouhidi. Il dépêche un ambassadeur pour lui demander tout simplement de l'aide, pour évidemment lui envoyer une flotte pour arrêter évidemment le déferlement des croisés sur la route de Syrie. Donc c'est pour vous dire que le Moyen-Âge ou la période médiévale reste, oui, la période médiévale, tout à fait, reste une période de pure splendeur à tous les niveaux. On a même vu que lorsqu'il y a eu emprunt linguistique maritime, il s'est opéré pendant cette période. Le monde arabo-musulman a exporté énormément de mots d'origine, enfin, mots maritimes. Je citais tout à l'heure Amir al-Bahar, amiral, arsenal, d'autres mots, évidemment. Le monde médiéval, arabo-musulman médiéval, a légué énormément à la langue des marins. Certes, je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi on a tendance à périodiser. C'est vrai que des temps difficiles, évidemment, commenceront à partir de cette fameuse bataille de Tarifa. Il y a un avant et un après bataille de Tarifa. Il y a une présence maritime marocaine, mais elle est essentiellement teinte de violence. C'est le cas de le dire. Une bonne partie des ports marocains sont entre des mains ou lusitaniennes ou espagnoles. Le nord, évidemment, pratiquement tous les ports, Beds, Rissassa, Melilla depuis novembre 1497, sans parler de Bédis en 2 temps. Et puis, il y a les Portugais. Les Portugais sont arrivés jusqu'à Terga, ce port que personne ne connaît. Mais quand on voit la correspondance monstre qu'on a dans les archives portugaises, on se dit, ça serait, franchement, Alcácer, Séguer, déjà, pour le retrouver dans la correspondance portugaise. Et on se pose la question, il était si important pour l'Empire portugais. Parce que quand on parle du Portugal, des grandes découvertes géographiques, tout a commencé le 21 août 1415. Le démarrage des grandes découvertes géographiques, entre guillemets, s'est opéré en terre marocaine, dont le détroit Asmeta.
Et par la suite, on verra. Donc, ils vont pratiquement prendre tous les ports marocains. Mais ce qui est intéressant avec le Maroc et avec ce rapport positif à la mer, c'est que les Marocains, malgré cette situation délicate, ils trouvent toujours moyen de rester connectés au monde. C'est-à-dire, quand on prend Asséla, on garde l'Arrache, on garde la Mamor, on garde Anfa. Les Portugais attaquent Anfa avec des moyens. Ils mobilisent des moyens énormes. 25 000 hommes, 400 bateaux, tout à fait, bateaux, unités, toutes formes confondues, attaquent la ville d'Asséla, cette fameuse tapisserie, avec la présence du roi du Portugal, Alphonse V, et du prince héritier, João II. À tel enseigne qu'on l'appelait l'Africain, le roi africain, tellement il a mené des batailles contre qui? Contre le Maroc et les ports marocains. Donc, d'ailleurs, il avait échoué dans 3 tentatives contre... Les Portugais avaient échoué en 3 tentatives contre le port de Tanger, à telle enseigne qu'on avait appelé Tanger le cimetière des nobles portugais. C'est à la 4e tentative dans laquelle le prince héritier de l'époque du Portugal, João, il était présent à l'heure de prendre Tanger. Et il faut voir cette tapisserie, comment il présente les Marocains, tous de soie vêtus, de l'or, avec des maisons belles et grandes. C'est-à-dire il y avait une image très, très positive du Maroc à l'époque. Et donc, ce qui est intéressant avec je parle de résilience, à chaque fois, il y a une résilience plurielle. C'est-à-dire, on prend ce port, il y a un autre port qui voit le jour, pas loin de l'autre. Quand je parle, par exemple, de l'Marmora, les Espagnols, dans une seconde vague, ils prennent le Marmora en août 1614. Que font les marins de Marmora, qui étaient pour l'essentiel, qui a parlé des Hollandais, nos amis hollandais? Ils étaient des anglo-saxons et des hollandais. Le plus fameux d'entre eux, c'est un noble de la maison de la reine d'Angleterre, un certain Henry Mainwaring. Et avec lui, il était entouré de Hollandais, 3000 hommes. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Une fois que l'Espagne a pris le port en août 1614, ils se déplacent au port de Salé. L'autre partie va à Alger. Et là, il y avait une question magnifique. Comment faire pour réconcilier ces deux parties, ces grands pays du Maghreb? Il faut dire que tout le XVIe siècle, une bonne partie du XVIIe siècle, les corsaires du Maroc et d'Alger travaillaient main dans la main. Mais les Algérois, parce qu'on parle de la régence d'Alger, avec capitale Alger, donc les habitants, c'est les Algérois, ils avaient une préférence pour 2 ports. Le premier, c'est Tétouan. Tout à l'heure, vous avez parlé de Seyid Al-Hurra. Alors, Seyid Al-Hurra, elle, c'est une femme exceptionnelle dans l'histoire de ce pays. La seule femme, comme disait Ibn Zouz Hakim, qui a exercé un pouvoir souverain au Maroc, la seule. Oui, et qui a fait, ils ont fait la fête, non pas à Fès, la capitale, mais il a fallu qu'ils se déplacent à Tétouan pour se marier avec Seyid Al-Hurra. C'est pour vous dire que c'était une femme, de tête, mais aussi une femme qui avait une influence très, très positive sur l'histoire de ce pays. Et là, elle est arrivée à un moment très délicat de l'histoire du Maroc. Mais je disais que pour Seyid Al-Hurra, c'était une femme, mais c'était une armatrice de navires corsaires. Et l'opérait avec qui? L'or. Seyid Al-Hurra, c'est début XVIe siècle, le fameux Khairdin Barbarossa Barberousse.
ils opéraient ensemble. Ils se réunissaient où? Dans l'île ou la presqu'île de Badis. C'est à Badis les inspirait et c'est sur Badis qu'ils projetaient leur, qu'ils montaient leurs opérations et leurs stratégies maritimes. Contre qui? Contre le littoral d'en face, le littoral ibérique, essentiellement espagnol. Gibraltar, pour ne pas le citer. Alors, les articles, j'ai un article sur Saïda al-Hurra parce que je ne suis pas spécialiste des femmes du Maroc, mais spécialiste des grandes armatrices de navires corsaires. C'est par ce biais-là que j'ai évidemment fait connaissance avec cette grande dame de l'histoire de ce pays. Et donc, je disais pour Alger, Alger avait besoin, la régence, quand je parle d'Alger, c'est la régence d'Alger, et avec elle l'Empire ottoman. Ils avaient besoin de l'Atlantique. Et la seule issue était connexion avec les ports marocains, Tétouan et l'Arrache, l'Araïch. J'ai un de mes étudiants qui vient de soutenir une magnifique thèse sur le port de l'Arrache à l'époque moderne. Et là, à travers la correspondance qu'il a mobilisée, essentiellement portugaise, mais aussi espagnole, on se rend compte de l'importance de l'Arrache dans l'expansion algéroise en Atlantique. L'importance des ports marocains pour que la régence d'Alger puisse sortir, si j'ose dire entre guillemets, et embrasser l'océan Atlantique. Comme je vous ai dit, quand je parlais des îles Féroé, c'est les Salétains et les Algérois, ils y allaient tous les deux. Quand je parlais de l'Islande, on parlait d'une seule expédition. De grands spécialistes islandais viennent de publier 2 livres, dont un publié chez Brill. Les Marocains disaient non, l'expédition est partie de Salé. Ceux d'Alger disaient non, 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 elle est partie d'Alger. Mais finalement, il y a eu 2 expéditions. La première est partie de Salé, le 20 juin 1627. Ceux d'Alger arrivent 3 semaines plus tard. Les Salétains attaquent le sud-ouest de l'île et les Algériens l'est de l'Islande. C'est pour vous dire qu'ils travaillaient ensemble. Il n'y avait ni téléphone, ni rien du tout, mais il y avait un réseau d'information très efficace. Donc c'est pour vous dire, je suis d'accord avec vous, Alger, hier, aujourd'hui, demain, elle a besoin de l'Atlantique. Donc la seule solution serait qu'ils travaillent de nouveau ensemble pour construire un Maghreb plus puissant. Je parlais tout à l'heure du Maghreb atlantique. Pourquoi pas? J'espère que je ne rêve pas. Oui. Non, mais ce que je voulais dire par ce rapport positif, oui, dites-moi. Maria Termetlin, qui ne connaît pas cette captive, une des premières qui nous a laissé un récit de captivité, je dirais, époustouflant, où elle nous raconte des scènes d'abordage, pas loin de Salé, parce que la pauvre, elle sera capturée avec son mari. Elle voulait se rendre de Cadix à Amsterdam, et elle se fait choper par les corsaires de Salé à hauteur de Lisbonne. À hauteur de Lisbonne, les corsaires, et lui parlaient en espagnol. C'est pour vous dire que le Castillon, oui, le Castillon, non, mais ils étaient essentiellement, tout à l'heure, le professeur Kenby parlait de ces morisques. Les morisques, quand on dit mot morisque, le vocable morisque veut dire déjà chrétien depuis 2 ou 3 générations. Vraiment, pour qu'on se mette d'accord. Le morisquillon, كانوا مسيحيين هذه قرن الزمان. Non, ماشي علوج. Non, c'est pas des علوج, c'est des musulmans, les musulmans qui vivaient dans la péninsule ibérique. Évidemment, les édits de conversion forcée des musulmans d'Espagne a commencé avec la prise ou la chute du dernier royaume de Grenade en janvier, le 2-4 janvier 1492. Et donc déjà, les rois d'Espagne contraignaient les musulmans à ne plus porter le costume musulman. Déjà, je parle de la fin du XVe. Du port.
Tout à fait. Donc, même pour les Juifs d'ailleurs, ceux qu'ils ont chassés, on les appelait marranos. Vous m'avez bien dit que ça voulait dire porc en portugais et en espagnol. Donc, on appelle en espagnol limpieza de sangre, c'est-à-dire nettoyage. Comment on va appeler ça? Nettoyage ethnique déjà à l'époque. Ou épuration ethnique, mais en espagnol on l'appelle limpieza. Il faut qu'on nettoie le sang espagnol. Et donc, on chassait les musulmans à tour de bras. Ceux qui voulaient rester étaient obligés de se convertir au christianisme. Ils étaient baptisés et ils ont pris des noms espagnols. D'ailleurs, et ça, on reviendra sur ça lors de la conférence sur les corsaires de Salé, parce qu'il y a pas mal de questions sur ces fameux corsaires de Salé qui ont fait trembler l'Europe, c'est le cas de le dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette présence, dernièrement, j'ai l'impression que les Marocains découvrent leur histoire maritime. On continue à véhiculer une expression, les Marocains ont tourné le dos à la mer. Ça, c'est l'historiographie coloniale qu'il y a, et tous les travaux, je pense à Louis Bruno, à Joly, à qui encore, à Laouste, à Robert Montaigne aussi, qui, dans leurs travaux, et des travaux postérieurs, je pense à Xavier de Planhol, dans sa mosquée et le matelot, déjà l'intitulé en dit long sur le contenu, donc qui disent que non, les Marocains ont tourné le dos à la mer. Alors que dans les travaux, dans les textes et dans des études solides, comme celles que j'ai citées plus d'une fois, les travaux de Christophe Picard, il s'est basé essentiellement pour approcher ce rapport positif des Marocains à la mer sur les textes arabes. Plus les textes, des textes espagnols médiévaux. Et donc, il est arrivé à la conclusion suivante que les Marocains, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le littoral atlantique maghrébin, que les Marocains avaient le pied marin. C'est la conclusion. Et cette présence sur la mer, présence maritime, évidemment, elle prendra plusieurs formes. Je disais des formes pacifiques, le commerce, la pêche. Ensuite, tout dépend du contexte. Tout à l'heure, Nabil, je crois, il parlait du contexte et géopolitique, régional, international. Les temps changent. Le rapport à la mer évolue aussi, change aussi. Donc, en fonction de la conjoncture, en fonction de pas mal de choses, l'évolution du rapport à la mer évolue. On parlait de la guerre de course ou le djihad, on reviendra lors de la conférence sur les corsaires de Salé. Est-ce que c'est du djihad? Je vous dis, ceux qui dédient leur temps à la course, on les appelait Nasara Qshtala. Est-ce qu'on peut les appeler 4 siècles plus tard Moujahidine Sala? L'Iyachi, on reviendra. Le fameux l'Iyachi, il avait émis une fatwa contre ces morisques d'en face, ces Andalous. Il a émis une fatwa donc, c'est-à-dire c'est une histoire. Il semblerait, wallahu a'lam. C'est-à-dire que ce rapport positif à la mer, et moi j'insiste sur ça, c'est un rapport positif dans le sens où la situation géographique du Maroc a décidé de son histoire. On est le seul pays arabo-musulman qui donne, et sur la Méditerranée, et sur l'Atlantique, sur la vieille Méditerranée, qui est vieille, aussi vieille que le monde, et puis sur le jeune Atlantique. Le jeune Atlantique, et puis grâce à ces activités pacifiques violentes, beaucoup d'activités teintées de violence, la course, les batailles maritimes, voilà, donc les Marocains étaient là. Et puis il y a des sultans qui sortent du lot, il faut le dire. Quand on parle de Youssef ibn Tashafi, mais surtout Yaqub al-Mansour al-Mouhidi. Yaqub al-Mansour, c'est lui qui a
qui va choisir Rabat comme capitale d'un empire, une ville atlantique, la ville atlantique par excellence. Et chaque fois, je vais répéter ce qu'a dit un wali ou un gouverneur de Rabat qui voulait faire de cette ville une grande ville méditerranéenne. J'aimerais bien savoir comment il conçoit le monde. C'est-à-dire ce grand sultan, ce grand calife, Khalifatullah fi ardih, Yaqub al-Mansour al-Mouahidi, il était très très sensible à la chose maritime. Et grâce évidemment à la mobilisation de personnes de confiance, les Banu Maymoun, qui étaient de grands amiraux, déjà à l'époque des Almoravides et ensuite à l'époque des Almohades. Donc il a réinventé la marine, la navigation, il a tout inventé, ce grand sultan. L'autre sultan, peut-être Sidi Mohammed ben Abdallah. Je l'appelle le champion des traités. Il en a signé 43. Carrément, oui. Donc, les temps ont changé. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Le Maroc est le premier pays qui, évidemment, reconnaît l'indépendance des États-Unis. D'ailleurs, l'Institut d'histoire, ici, d'ailleurs, je remercie le professeur Ken Bib, le directeur de l'Institut royal pour la recherche historique, a organisé un colloque sur le Maroc et les États-Unis, passé, présent, où on découvre une nouvelle façon d'approcher du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah. Et puis, il y a des hommes qui sortent du lot. Donc, j'ai dit Yaqub al-Mansour al-Mouahidi, Sidi Mohammed ben Abdallah. Donc, il signe des traités, même avec les pays scandinaves. Les pays scandinaves n'avaient pas de marine de guerre. Ils n'avaient pas d'argent pour récupérer leurs captifs. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préfèrent signer les traités, donner un peu d'argent au sultan du Maroc pour qu'on les laisse tranquilles. D'accord? Les pays scandinaves, les pays du Nord, ce n'est pas comme les marines, les grandes marines de France, d'Espagne, d'Angleterre, qui attaquaient, qui continuaient à bombarder les ports corsaires marocains jusqu'au milieu du 19e siècle. Et même Salé, pour ne citer que Salé, en 1851. Et d'ailleurs, il y a des tableaux magnifiques que je vous montrerai la prochaine fois sur ce double bombardement de Salé. Donc, pour revenir, j'ai parlé de 3 grands hommes de ce pays. Yaqub al-Mansour al-Mouahidi, Youssef Ibn Tashfin, c'était un grand homme. Un empire, oui, un empire, c'est le cas de le dire. Mais Yaqub al-Mansour al-Mouahidi, c'était un fin connaisseur un fin connaisseur du monde atlantique. Et d'ailleurs, il y a eu des expéditions qui allaient de Andalous, et là, c'est les sources arabes qui parlent de ça, pour explorer l'Atlantique et les îles. Jozol Khalidat. Il y a des sources, Abu Fatima. Les 8 aventuriers de Lisbonne, ils partent de Lisbonne pour aller découvrir l'Atlantique et les îles Canaries. Donc, c'était un État puissant. Donc, voilà. Et puis, donc, on a dit, Yaqub al-Mansour al-Mouahidi, Sidi Mohammed ben Abdallah, il était le champion. Il construit des ports à tour de bras. Sawera, tout à l'heure, Gilali parlait de ce Tariq al-Lamtouni que j'ai adoré. J'adore l'expression. Et puis, la dimension saharienne. Donc, quand on parle de cet empire marocain, maghrébin de l'Occident musulman, ou plus tard, Ahmed al-Mansour, Sultan Moulay Ismail, c'est un Maroc, je dirais, très étendu vers l'Afrique. Un empire, l'empire. Les États. Hein. Tout à fait. Alors, le dernier en date, l'histoire, c'est le passé, mais c'est aussi le présent, comme dit le professeur Kenbib, c'est le présent et le futur. Peut-être le roi Mohammed VI. Moi, je trouve que sa façon d'approcher la prospérité de l'économie marocaine, je la trouve très intéressante dans le sens où il redore le blason des ports marocains. C'est vrai que le protectorat, et à leur tête, évidemment, il y a Lyoté, c'est l'homme des ports aussi. Il en a construit, il a même donné son nom au port de Qnetra,
voilà, port Lyautey, parce qu'il a vu les potentialités de cette ville. Et là, son port a fermé, a mis la clé sous la porte, le port fluvial de Kénitra. Donc, Mohamed VI, quand il a décidé de, tout à l'heure, en conclusion, je parlais de ce rééquilibrage entre le nord et le sud du Maroc, avec une ouverture inconditionnelle du Maroc. Je parle du nord, parce que bon, tout le monde connaît l'histoire de ce pays, c'est du XXe siècle, mais je crois que le début du troisième millénaire est complètement et structurellement différent, dans le sens où le roi a vu le potentiel des ports marocains, la proximité de l'Europe, quand il a décidé de lancer l'opération de Tangier-Beth. Et c'est réussi sur tous les plans. Donc c'est le port qui fait profiter tout l'arrière-pays, ce que les géographes appellent l'interland, mais dont le rapport avec le foreland, c'est-à-dire les connexions du port, on a parlé, c'est la 20e, il est classé 20e sur le plan mondial, avec des connexions avec 147 ports. Je trouve ça extraordinaire. Donc Tangier-Med, alors pour désenclaver ce nord du Maroc, il décide de construire un deuxième port dans une région hautement maritime, les Btawa, où aucun port n'a été construit tout au long de son histoire. Même c'est une région qui a, je vous renvoie à mon dernier livre sur l'oriental et la Méditerranée au-delà des frontières, une région maritime, mais où il n'y avait pas de structure portuaire. Donc le roi décide de construire un port qui sort de terre, et je crois qu'il est déjà sorti de terre, j'ai quelques photos ici, mais qui aura des répercussions, je dirais, à long terme. Pour, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, les économistes parlent de prospérité avec objectif. C'est le cas de ce Maroc, je crois, de Mohamed VI. Et puis, il y a le port de Dakhla Atlantique. Notre collègue Hafid vient d'en parler, il vient de donner une conférence, il le connaît mieux que moi, parce que moi, je m'intéresse à l'histoire, mais l'histoire, c'est aussi le présent. Il y a de grandes potentialités, évidemment, au port Dakhla, dont ses connexions avec l'Afrique subsaharienne. Et, comme on dit chez les historiens, ce n'est qu'une continuité d'une histoire enracinée dans le temps. On a vu les connexions africaines du Maroc avec l'Afrique subsaharienne. Gileli connaît l'Afrique mieux que nous tous. Donc, et puis, il y a ce projet, j'espère qu'il verra le jour. Lyautey avait vu grand avec le port de Lyautey, enfin, il l'appelait le port Lyautey. Knetra. Non, Knetra, donc Knetra pour ne pas l'oublier. Mais malheureusement, ce projet, il a du mal à démarrer. On en parlait déjà en 2015-2016. On est en... Oui, conjoncture, mais j'aimerais bien savoir où est parti l'argent du projet Kénitra Atlantique. Parce que Kénitra, Lyautey l'avait vu, j'espère qu'on le verra aujourd'hui aussi, il y a un potentiel énorme. Il y a une ville industrielle à la Tangéroise qui est en train de voir le jour dans l'arrière-pays. Donc, elle a besoin grandement d'un nouveau port qui respecte les standings mondiaux. Et je crois, voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, Leïla Mziane. Je crois que tout le monde attendra avec impatience la deuxième partie de la conférence. On se donne rendez-vous vers le mois de février. Et pour ne pas oublier, j'ai oublié 2 hommes. Ah. Des gens, je dirais, des hommes ordinaires qui sont entrés dans la grande histoire grâce à la mer. Et certains sont malheureusement méconnus. Il y a Mustafa Zmouri, le fameux Estebanico, à qui, oui, aux États-Unis, on a érigé une statue en l'honneur de Zmouri Estebanico, qu'ici, il ne figure ni dans un manuel scolaire, ni dans une grande place, ni dans une rue. C'est un des hommes qui a connu, vécu l'Atlantique. Il a même traversé l'Atlantique en tant que captif ou esclave, parce qu'à l'époque, Azmour était portugaise.
et qui a vagabondé dans les États-Unis, dans le sud américain. D'ailleurs, l'Amérique l'honore à travers, en érigeant cette statue en son nom. Et puis, il y a un autre que je viens de découvrir, peut-être lors de la prochaine conférence, je vais en parler. C'est un ami qui m'en a parlé pas plus tard qu'il y a une semaine, professeur Bouzine. Ils ont retrouvé les traces d'un Marocain au Pérou. Donc, affaire à suivre. Sur l'océan Pacifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.